très honoré d'être parmi vous pour vous parler d'un sujet peut-être sociétal autour du silence des victimes. En fait, ce silence nous interroge beaucoup de gens et est souvent très mal compris. Le silence, c'est l'absence de mots, de paroles, c'est une absence de possibilité finalement aux victimes de penser les choses, de les mettre en mots, d'être humains, puisque les humains parlent et pensent. Réduire quelqu'un au silence, c'est une œuvre des auteurs de violences sexuelles, c'est l'œuvre des pédocriminels, des pseudo-intellectuels aspirant à une liberté inconditionnelle liée à l'âge, des hommes et des femmes qui ont atteint une certaine maturité hormonale et qui imposent des choix finalement criminels, de fantasmes criminels à des personnes vulnérables. Donc, ce sujet m'a intéressé parce qu'il y a quelques années, avec les hashtags que vous connaissez, on a commencé à voir éclore sur les réseaux sociaux des questions étonnantes. Pourquoi les victimes n'ont pas porté plainte plus tôt? Pourquoi n'ont-elles pas parlé plus tôt? Avec une tonalité qui peut paraître d'emblée très accusatrice, très culpabilisante, des commentaires qui mettent presque le doute sur la véracité des choses, puisque si c'était vrai, elle aurait pu en parler plus tôt, rien n'en empêchait. D'autres réflexions aussi, malheureusement, du quotidien, parfois des proches des victimes. Tu aurais pu en parler. Tu es sûr de ce que tu dis? C'est pas possible. Ça ne peut pas être lui. Tu as dû le rêver. Vous savez qu'il y a une frange même de la psychanalyse, pour ne pas la citer, qui pense que ce sont des fantasmes ou des rêves ou des mauvaises pensées et non pas la réalité. Donc toutes ces questions-là constituent un socle très gênant pour le silence des victimes. Alors il y a quelques raisons évidentes, faut-il les rappeler. Quand on est victime d'un homme ou d'une femme violent, où il y a du danger de mort, des dangers de menaces. Et les auteurs ont pour finalité, donc faire taire les victimes, pour assurer une certaine impunité. Si tu en parles à ta mère, je vais la tuer. En matière de violence, les enquêtes sont nombreuses et elles disent la même chose. Le lieu de tous les dangers, c'est avant tout le foyer, la maison. Contradiction d'ailleurs. La majorité des femmes ou des hommes violés le sont dans l'enfance, le pic autour de 6 ans pour les garçons, 12 à 20 ans pour les filles. Donc l'auteur est aussi connu le plus souvent de la victime, voire censé la protéger. Il y a d'autres raisons évidentes que vous retrouvez aussi. Comment la victime a été habillée, qu'a-t-elle fait, ou quand elle pose la question, elle commence à parler, mais pourquoi tu étais là à tel moment? Quel comportement as-tu eu? Et même, on entend parfois dans les interrogatoires, mais as-tu eu un orgasme, soi-disant que ceci va enlever l'agression sexuelle, parce qu'on confond d'ailleurs orgasme et orgaste. Le silence des victimes, vous savez également des chiffres, je ne veux pas m'attarder sur des chiffres, le silence, il concerne plus de 20% des femmes victimes de violences physiques dans leur famille, qui ne portent pas de plainte, 33% des victimes de violences sexuelles. On peut aussi s'interroger, quand ces femmes ou ces hommes parlent, à qui parlent-ils? En fait, on se rend compte qu'elles ne parlent pas pour porter plainte, elles parlent pour avoir de l'aide, de la compassion, de la compréhension. Elles en parlent surtout à des amis, à des proches, à des professionnels. On a eu aussi écho des professionnels qui n'écoutent pas, qui minimisent, ou avec cette idée de lever du secret médical risque de réduire cette confiance qu'on va attribuer aux professionnels, de la peur des conséquences. Quand elles en parlent à la police, c'est aussi dans des proportions moindres, puisque finalement,
autour de 10% des victimes qui vont en parler, porter plainte ou faire au moins une main courante. Parfois, les victimes parlent, et très vite, quand elles parlent, elles se voient opposer un nouveau silence ou des conséquences dramatiques, comme ce témoignage que vous retrouverez sur YouTube. « J'ai été violée. » La victime dit « La première personne à qui j'en ai parlé ne m'a pas cru. Pire, il a dit que c'était de ma faute, et lui aussi m'a violée. J'étais sidéré. » Là, vous avez une autre réaction qui contribue au silence. « Mon esprit a quitté mon corps sans défense. J'ai repoussé ces fragments d'horreur de ma mémoire dans un déni total. Je n'en ai plus parlé jusqu'à ce que mon corps exprime des douleurs intenses et inexpliquées. » Vous voyez que le silence, finalement, qui est imposé à la parole, au verbe, va s'exprimer quelque part. Et on retrouve, comme disait Violaine tout à l'heure, des expressions somatiques sous diverses formes. Le corps n'oublie pas. Alors, quels sont les facteurs dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui du silence des victimes? Première chose, ce n'est pas un traumatisme comme les autres, ce n'est pas un choc comme les autres. Quand vous êtes victime d'un accident, d'une agression dans la rue, de tout autre événement de guerre ou d'un préjudice quelconque, voire même d'un attentat, c'est connu, c'est socialement accepté, on vous vient en aide, on vous reconnaît dans votre statut de victime. Par contre, quand vous subissez un préjudice dans l'intimité, dans la sphère intime, dans l'anonymat, ceci est d'autant plus difficile de sortir de silence que le préjudice est subi par une autre personne, par un autre être humain. Quand on subit un préjudice d'un autre être humain, on est un peu chosifié quelque part, et le fait d'être chosifié nous réduit à ce silence. Que ressentent les victimes après un tel événement traumatique? On pourrait dire que, bien entendu, elles vont ressentir une sorte de débordement émotionnel incontestable. Mais savez-vous, sait-on, comment va-t-on réagir nous-mêmes si on est confronté à de telles peurs, à de tels dangers? Ce n'est pas évident. On ne peut pas l'anticiper. Ce qui est évident, c'est que dans une séquence différente, elles vont ressentir toutes ces émotions-là. La honte, on n'en parle pas beaucoup, je vais vous en parler. La colère, la culpabilité, sentiment d'être défaite, d'être salie, d'avoir peur. La peur est une émotion importante, voire le danger, et la culpabilité. Alors, avant de vous parler de la honte, je voudrais vous parler de la sidération. C'est une sorte de déconnexion que la personne expérimente au moment de l'événement et qui peut durer dans le temps. Et c'est très mal compris autant par l'entourage que par parfois des professionnels ou les personnes qui reçoivent les plaintes. Ceci, c'est une sorte de puzzle. Nous sommes tous un puzzle quelque part, et quand vous subissez un choc, c'est comme donner un coup de poing dans un puzzle, les pièces s'éparpillent. Et quand ça s'éparpille, on est sidéré, on ne peut pas réagir, nos pensées sont sidérées, on oublie une partie de ce qu'on a vécu, on est incapable d'avoir le contrôle sur son propre corps, et ceci va créer ce qu'on connaît de l'amnésie traumatique, l'amnésie dissociative, cette paralysie-là, qui peut se manifester immédiatement, de façon très sélective, mais qui peut durer dans le temps jusqu'à ce qu'un travail puisse permettre de réassembler ce puzzle. Et ceci peut être, dans la vidéo on va la passer, d'autres facteurs que ce qu'on vient de dire. Il y a la honte. Il existe beaucoup de données de la littérature pour montrer que l'expérience de honte est associée à ces troubles post-traumatiques. Il y a la sidération, on vient d'en parler. Il y a le mythe de l'oubli. On pense que si ça arrive dans l'enfance, on va oublier. Les enfants grandissent et oublient.
C'est faux. D'autant plus ça arrive jeune, pire c'est, et les marques sont indélébiles. Voire il y a un mythe social de l'oubli. Maintenant, ça y est, tu passes la main, tu oublies, tu tournes la page, on ne veut plus entendre parler de ça. Ben, c'est faux. Est-ce qu'on dirait ça pour les victimes des attentats, pour les victimes nazies? Au contraire, c'est un devoir de mémoire. Et le devoir de mémoire n'est pas qu'à l'échelle sociale seulement, il est aussi à l'échelle individuelle. La culpabilité, c'est comme si la personne pense qu'elle y est pour quelque chose dans ce qu'elle a vécu. Et on va voir que ce n'est pas évident de lutter contre cela. La proximité avec l'agresseur, c'est-à-dire que avant tout, si ça se passe dans le foyer, ben c'est qu'avant tout, on aime la personne, le père, le frère, le cousin, et ceci constitue un frein. Comment puis-je dénoncer ce qui vient de m'arriver de quelqu'un qui me protège, dont je dépends, qui me donne à manger, voire même qui me dit que c'est normal. J'ai vu des victimes qui ont réalisé beaucoup plus tard que ce qu'elles ont subi n'était pas de l'amour, en fait. Pour toutes ces raisons, la honte est une émotion extrêmement forte qui va être ressentie et qui va être vraiment le nid de beaucoup d'autres émotions et beaucoup d'autres ressentis. Alors on peut confondre honte et culpabilité. La honte, c'est plutôt quelque chose qui touche la personne dans son intégrité, dans sa valeur d'être humain, parce que on se juge de façon vraiment péjorative sur ce qu'on est soi-même. Par exemple, vous ressentez de la honte quand vous êtes faible, quand vous avez raté, quand vous avez échoué quelque chose ou quand vous êtes foncièrement mauvais. Alors que la culpabilité, c'est quelque chose finalement qui est de l'ordre du comportement négatif. Par exemple, vous empruntez quelque chose à quelqu'un, vous n'avez pas le moyen de lui rembourser, vous ressentez de la culpabilité parce que vous êtes dans l'incapacité d'agir. Et vous voyez que ça n'atteint pas finalement autant la personne dans son humanité que la honte peut le faire. Donc la honte n'est pas utile, la honte est destructrice, voire même entretient une certaine mal-être, une certaine envie d'autopunition. On voit des gens qui se scarifient, qui se punissent, qui se remettent dans des situations très compliquées, et ça auto-entretient et la culpabilité et le mal-être. Alors que la culpabilité, finalement, nous, on ne lutte pas contre la culpabilité dans les premières prises en charge au tout début, parce que ça donne l'illusion à la personne d'être responsable de quelque chose, que ce que j'ai vécu, j'y suis pour quelque chose. Donc si j'y suis pour quelque chose, ben la prochaine fois, ça ne m'arrivera pas. Donc la culpabilité, ici, au début, est utile pour s'approprier un peu son sort, même si ça reste quand même quelque chose d'extrêmement pénible à vivre. Donc la honte, elle est minimisée, elle augmente le risque de développer des troubles de stress post-traumatique. Ça a été démontré dans des groupes de personnes victimes de guerre, prisonniers de guerre, de torture, et également de femmes victimes de violences sexuelles. Donc c'est une expérience de honte peut aussi entraîner, quand vous avez honte de quelque chose, en général vous n'en parlez pas, vous le cachez, et vous essayez de trouver des solutions seuls, isolés. Du coup, on tombe dans l'alcool, on tombe dans le renfermement, on tombe dans de l'autodestruction, de comportements suicidaires ou des équivalents. Ce qui va induire bien sûr un retrait un peu de la société et une vision de soi-même comme un être raté, mauvais, de fragilité, sans valeur, une chose, et ceci entraîne un entretien de la stigmatisation, et finalement, ça fait le terreau du travail des auteurs de violences sexuelles. Alors, en cas de réaction inadaptée, et ça me rappelle un certain nombre de patientes qui ont été victimes, viennent pour commencer à en parler à leurs proches, et là, tout de suite, on les réduit au silence,
mais arrête, qu'est-ce que t'as fait? T'es une traînée, t'es une salope, alors qu'on n'a pas reçu encore l'écoute de ce qui vient de se passer. L'absence de réaction face à une tentative de révélation, ça produit une honte massive qui elle-même va faire le lit de la dépression, comme vous voyez dans cette étude, va faire le lit de stress post-traumatique, va faire le lit aussi de l'échec social, du non-fonctionnement dans la vie de tous les jours. Et même la culpabilité est en partie médiée par la honte, puisque les symptômes dépressifs et les idées suicidaires sont en partie entretenus par cette honte et cette culpabilité, comme le montre ce graphe. Alors comment réduire le ressenti de la honte? C'est très difficile en fait comme ressenti, comme vécu. On va apprendre à la personne à faire avec, voire même à l'affronter. Quand vous avez honte de quelque chose, vous allez le cacher, donc l'action au contraire, c'est d'en parler. Quand vous avez honte de quelque chose, vous allez vous détruire, ça va vous ronger, donc on va essayer d'aider la personne plutôt à se faire du bien. Par exemple, quelqu'un qui se scarifie, moi, une métaphore très simple, on va leur dire « non, prenez-vous vous-même dans les bras, vous allez vous faire du bien, vous prenez une crème, vous allez vous masser, au lieu de se scarifier, qui est une répétition pour essayer de faire avec cette honte. » Donc plutôt des stratégies apaisantes et de compassion. Ou bien on va distraire. Quand vous êtes pris de quelque chose qui vous ronge, vous pouvez essayer de créer une alternative, une distraction, se focaliser sur quelque chose d'autre qui permet de distraire, de décroître la tension psychique. Alors, il y a aussi d'autres raisons que la honte. Il y a la peur de ne pas être cru. C'est fou parce que parfois c'est évident, mais après tout, on vous demande, quand vous êtes victime, de l'évidence, d'apporter la preuve. Et des réflexions spontanées que vont recevoir les victimes. Mais es-tu sûr? Non, ce n'est pas possible. Comment prouver? Et puis, on n'est pas préparé finalement. Est-ce que vous avez été préparé quand vous êtes gamin? On vous a dit, au mieux, on vous a peut-être dit, si t'arrive quelque chose, tu peux en parler. Le « tu peux en parler » rend quelque chose aussi, tu peux ne pas en parler. Mais en fait, ce qu'on devrait dire, c'est tu dois en parler, c'est une obligation d'en parler. Vous voyez cette nuance qui a l'air sans intérêt est quand même importante. L'oubli, on en a dit quelques mots, comme injonction sociale est assez insupportable. Et d'ailleurs, traiter quelqu'un, c'est de l'obliger à s'en rappeler. C'est peut-être malheureux, mais quand vous vivez un film d'horreur, c'est ça un peu une violence sexuelle, si vous voyez vous-même un film d'horreur une fois dans votre vie, vous n'avez plus envie de le revoir. Sauf si vous revoyez le même film d'horreur tous les jours pendant un mois, au bout d'un mois, vous ne ressentez plus la peur qui est liée à l'horreur et vous pouvez faire avec, vous pouvez affronter votre peur. Et c'est comme ça une façon de lutter contre cette amnésie dissociative, de lutter contre ce choc qui est donné au puzzle pour reconstituer l'ensemble du puzzle. La proximité avec l'agresseur est extrêmement douloureuse parce qu'en même temps, on va punir quelqu'un que par ailleurs on aime bien, s'il n'était pas violent sexuel ou violent tout court. Donc comment dénoncer une personne en plus ayant autorité sur moi? Comment dénoncer l'amour d'un proche avec toutes les conséquences, parce qu'on le voit, la culpabilité des conséquences que ça va engendrer d'une certaine plainte. Et puis l'isolement, comment parler de l'intime? Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on est préparé à parler de l'intime? Comment parler de quelque chose qui attaque l'estime de soi, qui attaque notre propre humanité, avec avant tout cette culture sociétale de la faute. Si on a fait quelque chose, d'ailleurs si vous faites un accident simplement, faites un accrochage de voiture, vous verrez que dans votre entourage, il y en a qui vont vous dire « mais qu'est-ce que tu as fait ?» Avant même de savoir les conditions ou les circonstances d'un accident qui par définition est lié un peu au hasard en partie, vont vous dire « mais qu'est-ce que tu as fait ?» C'est la notion sociétale de la culpabilité. Et cet isolement est une conséquence de la honte,
Vous voyez ici, la honte entraîne l'isolement, qui entraîne la détresse et qui entraîne finalement les plaintes somatiques parce que c'est une façon d'exprimer les choses. La responsabilité sociale, on est là pour lutter contre, mais j'ai trouvé cet exemple qui est paru en novembre 2017, en fait, en Irlande, où je pensais que c'était quelque chose de révolu du XXe, du XIXe siècle. En fait, non, plein procès, un homme de 27 ans a violé une femme de 17 ans. Et en plein procès, l'avocate est venue avec l'argument phare, un string à la main, en disant, voyez comment elle a été habillée, un string en dentelle. Et c'est ça, l'aveu de culpabilité, et il a été acquitté. Et je pensais que c'était révolu, et ceci a entraîné une vague sociale en disant, ceci n'est pas du consentement, le hashtag This is not consent. Et pour rappel à droite, pour dire que les seules raisons du viol sont bien entendu, c'est pas comment vous êtes habillé, c'est pas l'alcool, la chaleur ou les jeux vidéo, c'est avant tout les agresseurs. Alors une enquête qui m'a paru intéressante, qui nous éveille aussi comment aborder, comment éveiller les consciences. Qu'est-ce qui font que des victimes ont du mal à en parler à la police? Parce que la police, son rôle, ou les gendarmes, c'est de nous aider dans les démarches. Il y a quelques raisons ici. Ne voulez pas que la famille le sache. Donc une réaction de protection envers ceux qu'on aime. Ne voulez pas que les autres, la société le sache, parce qu'on est stigmatisé comme une étiquette particulière. La manque de preuves que ceci est arrivé, avec l'inquiétude d'apporter la preuve. La peur d'être maltraité, mal reçu. Ne pas être sûr si c'est un crime ou si c'est pas très grave, ne pas savoir comment s'y prendre pour le faire, peur des représailles et n'a pas pensé que c'était grave suffisamment ou suffisamment grave. Du coup, le message que je voulais vous faire passer, c'est pour dire que quand on dit à quelqu'un « pourquoi tu n'as pas parlé », c'est très chargé, il y a beaucoup de raisons. Il y a quelque chose d'indicible quand on a vécu quelque chose qui nous a fait tellement peur, on a nous-mêmes du mal à trouver les mots, au moins pour un certain temps. Il y a la honte, la culpabilité, de la sidération, de la déconnexion. Il y a aussi l'envie d'oublier, il y a le mythe d'être capable d'oublier. En fait, il y a un certain nombre d'ailleurs de personnes qui arrivent à oublier, c'est ce qu'on pourrait appeler une adaptation, une forme de résilience, la peur de ne pas être cru, la proximité avec les agresseurs, la notion de faute, d'isolement, et le manque de ressources. Aujourd'hui, parler, pour revenir dans le même contexte, c'est impossible. On parle beaucoup des violences conjugales, il faut dénoncer directement, d'accord, mais si on n'extrait pas la victime dans de bonnes conditions, de remettre l'absence de ressources financières aussi pour certaines victimes pour se libérer de la situation. Et enfin, on peut tous agir. On peut tous agir en tant que proches, en tant que professionnels, ne pas banaliser, ne pas brusquer, ne pas hâter les victimes, laisser parler de l'événement autant que possible, autant que la personne le souhaite, encourager non pas de raconter le détail sordide de ce qui s'est passé, mais le vécu émotionnel de la personne, ne pas rationaliser, vous avez vu, ça ne sert à rien de lutter contre la culpabilité ou la honte dans un premier temps en donnant des arguments rationnels forcément. Il est aussi déconseillé de forcer à en parler, donc vous voyez, les ingrédients sont compliqués. Et enfin, encourager un accompagnement, un suivi spécialisé. Et je ne veux pas dire forcément qu'avec des psychologues, des psychiatres, des associations de victimes, être accompagné par un ami, par quelqu'un de bienveillant, être accompagné dans le sens noble du terme, avant de tout médicaliser pour autant. Et briser le silence avec cette métaphore de Niki de Saint-Phal, qui a mis quand même plus de 45 ans pour briser son silence de l'inceste de son père. Merci.